Je propose de démarrer ce conseil municipal en excusant d'emblée Yves Damien, poste d'après-midi, et Routman Elisabeth, qui a donné procuration à Saint-Carole. Alors, l'ordre du jour de ce conseil municipal un peu lourd au niveau des chiffres, c'est essentiellement en lien avec les finances. On aura le procès verbal, dont on va vous proposer la signature dans un instant, celle du dernier conseil. Le point numéro 2, ce sera le compte de gestion et le compte administratif de l'année dernière. Ce sont des éléments chiffrés qu'on a eu tout récemment et qui nous permettent finalement enfin de réaliser ce conseil. Le troisième point sera l'affectation des résultats. En point 4, je vous proposerai déjà de statuer sur le taux des taxes. En point 5, l'achat d'un terrain pour la maison de santé. En point 6, l'autorisation permanente et générale de poursuite donnée au comptable. Au point 7, l'adhésion à la fourrière automobile. Et le point 8, modification statutaire de la CCB 3F. Voilà l'ordre du jour en 8 points, étant entendu qu'un autre conseil se profile à un horizon très court, puisque le budget primitif devra être validé, on le sait, avant la mi-avril. Voilà, point numéro 1, procès verbal de la séance du 1er décembre 2021. Y a-t-il des choses à dire avant qu'on vous propose de passer à la signature? Si ce n'est pas le cas, donc je propose que Francis, voilà, s'il le veut, bien fasse passer le cahier. Juste une information pendant le temps que Francis passe en lien avec le dernier conseil. À la fin du conseil, M. Muller avait posé une question concernant le passage du compte à rue d'Archie. L'entreprise en charge de ces travaux a démarré par la mise en place du coussin berlinois à Bien, vous l'avez déjà vu. Les travaux vont se poursuivre en fonction du travail de cette entreprise dans un avenir très proche. On avait évoqué dans la foulée, et je vous donne une information qui m'est arrivée ce matin, concernant la rue Robert Schumann, où singulièrement, il manque aussi ces passages piétons pour le moment, une information récente donc, qui est arrivée par le courrier ce matin, et qui nous confirme donc la mise en place d'une nouvelle couche d'enrobé sur la RD 3 et sur la RD 118M. C'est arrivé à tout en fin de matinée, Carole, tu nous expliques la partie. Sur la traversée complète sur la 118M, donc du sud au nord, et sur la route de Metz, ça démarrerait apparemment à la laiterie jusqu'à la ferme Chaussée. Voilà, donc les passages piétons seront réalisés dans la foulée. Voilà l'information toute récente de la fourchette. Je vous rappelle que c'était une demande qu'on avait faite en décembre 2020. Bien, alors, je signe tout de suite. Je t'en prie. Bien. Alors, le compte de gestion, le compte administratif, l'affectation des résultats, le taux des deux taxes pour démarrer cette séance, c'est l'adjointe en charge des finances qui a la parole. Carole, à toi. Oui, merci Monsieur le maire. Donc on va revenir succinctement sur le compte administratif, donc les documents qui vous ont été distribués, qui reprend donc la section fonctionnement et la section d'investissement. Donc on va reprendre simplement les grandes lignes en notifiant donc déjà sur les dépenses de fonctionnement. On arrive à un montant global de 513 236,37 €.
Quant aux recettes de fonctionnement, on obtient un total de 673 185,17. Donc on peut remarquer donc un excédent de fonctionnement. Donc c'est les recettes auxquelles on rajoute l'excédent de fonctionnement de l'année dernière, auxquelles on retire les dépenses, et on arrive donc à l'excédent de fonctionnement pour un montant de 396 813,58. Pour ce qui est de la section d'investissement, les dépenses, on clôture l'année avec un total de 220 911,36 et les recettes d'investissement sont pour un montant de 104 869,33. Donc, pour ce qui est du déficit d'investissement, il est d'un montant de 169 733,80. Donc, on en retire un excédent global de clôture de 227 079,78 €. On peut noter qu'il reste à réaliser pour un montant de 29 050. C'est ce montant en fait qui va nous rester pour finir l'année jusqu'à ce que le budget prévisionnel soit préparé, donc dans un très prochain conseil, puisqu'il faut qu'on le réalise assez rapidement, donc on va se voir à quelques semaines d'intervalle pour les deux. Voilà. Donc là-dessus, les chiffres étant ce qu'ils sont, je ne pense pas, on a travaillé vendredi dernier, le 25, en commission, pour justement un petit peu décortiquer tous ces chiffres, et rien n'a été soulevé de problématique. Donc dans l'absolu, il faut savoir aussi que le compte de gestion est en tout point identique à ce compte administratif. On l'a reçu très dernièrement. Donc on peut à ce jour demander au conseil de valider et le compte de gestion et le compte administratif. Voilà, si quelqu'un a des questions. Moi j'ai une remarque et une question qui s'adresse à M. le maire. Il a déjà dit ça lors de la réunion précédente. Sur la présentation, sur les documents qui ont été remis, on compare donc le compte administratif au budget primitif 2021 qui avait été voté. Bon, je connais, tu m'as donné la réponse, mais quand même, c'est un peu embêtant parce quand on présente un compte sur une année, c'est bien de comparer au même compte de l'année précédente. Donc, l'année précédente, c'est 2020, et là, on n'a pas l'information du compte administratif 2020. Et c'est un peu dommage parce que, bon, évidemment, tu m'avais dit, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai fait une colonne et j'ai mis 2020 avec les montants. Et là, on s'aperçoit quand même de choses qui n'apparaissent pas sur la présentation du document que vous nous avez remis. Par exemple, si je prends la section, et ça, moi ça m'interpelle, ça me fait poser des questions. Si je prends par exemple sur le budget de la section de fonctionnement, si je prends la ligne 70, donc production des services, je ne sais même pas après la signification des termes, on a un montant de 25 000 €, comparé à la prévision qui était de 21 000, donc ok. Sauf que lorsqu'on prend le compte administratif de 2020, on était à 56 000, donc c'est plus du double. Donc là, on divise par deux. Donc voilà, ça interpelle, c'est des choses qu'on ne voit pas sur la présentation du document tel qu'il apparaît sur ce qui a été fourni. Donc là, par exemple, qu'est-ce qui explique qu'on a divisé par deux? Et sur les dotations, on constate aussi une diminution assez sensible par rapport à 2020. Alors, il y a sûrement une explication, hein, mais c'est des choses qu'on pourrait débattre si on le voyait d'emblée sur le document. Ça ne nous empêche pas d'en débattre maintenant. C'est une question c'est une remarque très pertinente, et puis je suis content que tu aies mis en parallèle les deux tableaux en question, parce qu'en fait, finalement, le logiciel ne le permettant pas. Ah oui, c'est un peu cette forme-là que c'est effectivement très intéressant. Alors,
sous couvert de parole, je vais donner la réponse très simple. Au chapitre 70, il s'agit de la vente de produits fabriqués. Autrement dit, on a vendu beaucoup moins de bois cette année que l'année dernière. Donc ça, c'est une première remarque. Une deuxième remarque, elle est intéressante, et c'est une nouvelle qui nous est arrivée après le précédent conseil, au niveau des attributions. Il faut savoir que jusqu'en 2020, inclus, la CAF nous versait directement l'aide en lien avec le périscolaire. On les paie. Et il se trouve que la CAF a décidé, au mois d'avril l'année dernière, notification après le précédent conseil municipal, de ne plus verser ce montant à la commune, mais de le verser directement au PEC. Donc les 40 000, là, je parle sous le couvert aux enveloppes de 40 000 euros, ces 40 000 euros n'ont plus été engagés au niveau de ce chapitre. Dans le même ordre d'idée, les autres charges de gestion courantes ont augmenté de 10%. Bon, 10%, c'est peut-être normal. Bon, par rapport à 2020. Moi, j'ai un tableau récapitulatif que je me suis fait pour moi, personnellement. On était à 70 000, on est à 77. Bon, c'est 10%. Bon, les charges de gestion courante, comme son nom l'indique. Alors, il se peut, alors là, je n'ai pas les choses dans le détail, mais la réponse elle est donnée facilement. Il se peut qu'on ait payé 13, par exemple, 13 factures d'électricité au lieu d'en payer 12 l'année-là et que 11 l'année d'avant. Tu vois. En fait, là, c'est vraiment. Ce genre de choses, ça nous arrive à la maison aussi, de recevoir une facture au mois de décembre et puis de la payer en janvier. Oui, non, mais là, les 10% à la limite, c'est pas affolant. Lorsqu'on divisait par deux, ça m'a oui, mais c'est de la vente de bois, et on sait qu'à ce niveau-là, le prix du bois a fortement chuté et les quantités sont bien moindres d'une année sur l'autre. En fait, là, ça dépend simplement de ce que l'ONF va pouvoir nous proposer à la coupe. Dans le même ordre d'idée, en comparatif, si je passe à la section d'investissement, toujours pareil par rapport au compte 2020, les subventions d'investissement ont été divisées par 4. On est à 7 000, on était à 31 000 en 2020. Donc, quand je vois que c'est divisé par 4, là aussi... Ça dépend des travaux qui auront été réalisés ou qui auraient dû être réalisés. Je pense à deux choses l'année dernière qui, par exemple, n'ont pas été réalisées. Il s'agissait de ce qu'on avait prévu au niveau des aménagements de sécurité. La MISUR nous a donné une subvention avec la subvention ne rentre que lorsque les dépenses sont réalisées ou lorsque l'attribution est faite. Ouais. Bon, donc ce n'est pas tombé la même année. Et je trouve que l'année d'avant, on avait encore de la DETR. Les subventions, c'est très aléatoire. Là, je n'ai pas d'explication particulière à donner, sauf à dire que si on a fait moins de travaux, forcément, on a eu moins de subventions. On en parlera après, parce que j'ai une question là-dessus. Et les dotations, c'est la ligne 10, ont été divisées par 2. Alors aussi, c'est dotations de quoi? De l'État On est à 11 314 sur la ligne 10, et on était à 23 000 en 2020. Dotation divers, 68, dotation, ça peut être la parole là, j'ai les éléments sous les yeux. Je dis voir ce qu'on avait dans le recette d'investissement, la ligne 10. Dans le 10. Alors, dans le 10, on a la TLE. Oui, alors c'est aussi très aléatoire la TLE. La TLE, enfin la taxe locale. Ouais, ok, mais aléatoire, quand on divise par 2, c'est c'est qu'une année donnée, on a eu plus de construction qu'à un autre moment, et puis qu'on est arrivé sur une période où on descend un peu au niveau des constructions, et on le sent bien d'ailleurs. La taxe, c'est pas la TLE, c'est la taxe d'aménagement maintenant. Et puis le FCTVA, si on fait moins de travaux, moins de retour de TVA. Oui. Ok, oui, donc voilà, le comparatif à l'année précédente est toujours. Je dirais que les questions, elles sont pertinentes et en même temps, en fait, il ne peut pas y avoir de lien sur le 1068 ou sur le 10 en question. Le lien se fait au travers des travaux qui sont réalisés d'une certaine manière, en lien avec le TVA et puis la taxe d'aménagement. C'est pour comprendre les chiffres. Bon, c'est des questions qui auraient pu être posées vendredi. Elles auraient pu, mais elles n'ont pas été, effectivement. Faute de bon matin. J'ai une remarque aussi, que je pense que j'avais... Non, je ne sais pas si je l'ai déjà fait.
quand parce que tu le rajoutes après au crayon, l'excédent de fonctionnement ou le déficit d'investissement, on prend l'année en cours et on y rajoute l'excédent de l'année précédente ou le déficit de l'année précédente. Bon, c'est bien, ça nous donne une situation à fin 2021. Sauf qu'avec ça, on n'a pas la photographie de l'année. C'est-à-dire que la photographie de l'année, en fait, il faudrait exclure le solde de l'année d'avant. Ça permet, et je me suis amusé à le faire. Oui, ça fait aussi. Oui, bah, j'imagine bien. Mais je pense qu'il faudrait le faire apparaître, parce que ça permet de voir l'année en tant que telle, comment on a évolué par rapport aux années précédentes. Alors que là, on ne le voit pas, puisqu'à chaque fois, on reporte le déficit ou l'excédent de l'année précédente. Donc ça atténue, ça altère un peu les chiffres de l'année. Et c'est... ça ne mange pas de pain là aussi, hein, rien, personne n'est ça ne nous empêche pas, nous, de le faire manuellement et de faire notre chiffrage comme je l'ai fait et comme tu l'as fait. Et s'il apparaît d'emblée, c'est encore mieux. Parce que là, quand je fais ça, je m'aperçois que l'excédent de fonctionnement sur les 5 dernières années, il est à peu près, pas constant, mais de l'année, je parle de l'excédent de l'année en tant que tel. Il est à peu près constant et on varie de 150 000 à 170 000. L'excédent de fonctionnement. L'excédent de fonctionnement. L'excédent de fonctionnement n'est pas parlant. Parce que dans l'excédent de fonctionnement, on a toujours l'excédent reporté. Bah, et oui. Qui certaines années, pourrait être affecté à la section d'investissement de façon plus ou moins importante. Bah, là aussi, bah, ça aussi, l'affectation, c'est la variable d'ajustement. un peu la donne, enfin qui donne l'impression de poser la donne, ou la réalité qu'on aimerait voir. En fait, ce qu'il faut voir, ce n'est pas l'excédent de fonctionnement ni le déficit d'investissement, ce qu'il faut voir, c'est l'excédent global de clôture. Oui, mais j'ai bien compris, c'est une information évidemment intéressante. C'est la plus importante. Mais ce qui est bien aussi, c'est de voir le fonctionnement de l'année en tant que tel par rapport à l'année d'avant ou aux années précédentes. Et c'est une information qu'on peut avoir, on peut la déduire, mais on la voit pas. Monsieur le maire, s'il vous plaît, Oui. Est-ce que je peux vous poser une question? Oh, même deux. Monsieur Muller, il a participé à la commission, à la réunion de la commission, oui ou non? Oui et non. Parce que là, il est en train de... Moi, j'aimerais juste savoir s'il a participé ou pas. Lucien, tu as lu le compte rendu comme tout le monde. Oui. Donc, il a participé. Donc, tu as la Si, réponse. excusez-moi, si tu veux revenir sur le rapport de la commission de vendredi dernier, ça, j'aimerais aussi qu'on en revienne dessus, parce que je pense que tout le monde a été surpris par la première phrase qui a été faite de ce rapport de commission. Il s'est avéré que la commission s'est réunie, que M. Muller, alors il nous l'a bien fait entendre à haute voix, il ne supporte plus ma voix. Donc dès que c'est moi qui vais intervenir, alors que je suis, donc, excusez-moi, responsable de la commission des finances, donc je me dois de présenter les choses, et M. Muller ne veut plus entendre ma voix. Je ne sais pas pourquoi, il ne m'a jamais entendu chanter encore, là j'aurais compris. Donc toujours est-il que M. Muller n'a pas accepté d'écouter et de rester pour tous les points sur cette commission. Ah, il n'est pas resté. Il n'est pas resté. Il est sorti, il est parti. Il a voulu sortir, M. le maire l'a retenu pour qu'on discute quand même d'un point qui était tenu, le point 4 que M. le maire devait présenter. Tous les autres points, il n'a pas été capable de rester entendre ma voix et nos explications. Et donc, je ne vois pas, même aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi vous posez des questions sur le budget qu'on aurait dû étudier en commission, ensemble, en long, en large et en travers. Alors, vos questions, Monsieur le maire a vraiment mis tout de côté pour vous répondre. Moi, j'aurais franchement pas du tout répondu à vos questions, puisque toutes ces questions, elles auraient dû être posées ce vendredi. Mais tout à fait logique. Voilà. Mais Monsieur Muller, il n'y avait pas de caméra à la commission. Alors aujourd'hui, il vient faire le mariole là. Non mais franchement, mais oui Monsieur Muller, mais tout à fait. Comment peut-on venir à une commission, ne pas écouter et se lever et partir? Non mais franchement, mais c'est quoi ça? Moi je fais confiance à ma commission, la commission, elle travaille, elle donne son avis, et puis les questions se posent à la commission, et ensuite, eh bien on valide. Moi je valide la commission, et l'affaire est classée. Aujourd'hui on vient, et on recommence, et on ressasse. Non, à un moment donné, il faut arrêter de se Muller. Là ça commence pas bien à faire. Là maintenant, stop, la cour elle est pleine. Non mais M. Muller n'a rien à redevoir, n'a rien à dire contre nous, contre notre travail, contre ce qu'on fait. Alors du coup, il s'attaque aux personnes.
Et là, je trouve intolérable qu'on me dise, Monsieur Muller, merci de me regarder quand je parle, parce que vous ne voulez pas m'écouter, mais vous ne voulez pas me regarder non plus. Non, je dois rester. Comment ça se fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous ne savez pas intervenir, il n'y a rien, vous ne pouvez pas dire quoi que ce soit sur notre travail, sur ce que l'on dit. Alors, du coup, il est facile de dire, ah ben, je ne peux pas supporter sa voix, donc je ne l'écoute plus, donc je ne travaille pas avec. Certes, alors qu'est-ce qu'on va faire pendant tous ces conseils? Moi, je pensais vraiment que tout cet état s'agit, qu'on était enfin sorti de la cour de récréation de maternelle. Ces derniers temps, c'était plutôt bien, et là, ça y est, on est retombé au niveau crèche. Ça, c'est clair. Franchement, je ne sais pas pourquoi vous venez, à part saper le moral des gens, mais bon, là, il faudra vous lever un tout petit peu plus tôt. Nous, on essaye de travailler pour le village, on essaye de faire des choses, on apprend tous les jours, on travaille tous les jours, et quand je vois qu'il suffit qu'il y ait la caméra pour que vous veniez vous exprimer, alors que quand on demande aux commissions de venir travailler, là, il n'y a jamais personne. C'est toujours les mêmes. Il n'y a jamais aucun retour. C'est du vent. C'est du vent. Et là, vous posez toutes les questions à Monsieur le maire parce que vous ne voulez plus m'entendre. Ben, c'est fort dommage parce que moi, je ne me tairai pas. Très bien. Voilà. Donc, si... Mais M. Muller, il faut qu'il continue comme ça. Il n'a pas compris qu'aux dernières élections, il a eu une rame après Estrop. Il faut qu'il continue comme ça. Les gens, ils commencent à en avoir ras-le-bol avec ces conneries-là. À un moment donné, il faut arrêter. Allez, on passe au point suivant. Non, on passe pas au point voilà. suivant du Moi, tout. ce que je propose à tout le monde... Non, on passe pas au point suivant. Je peux parler ou on est en démocratie ou bien on arrête là. Moi, si vous voulez qu'on arrête là, on arrête là. Hein. C'est comme vous le sentez. Pour l'instant, on parle du compte de gestion et du compte administratif. On va simplement demander à tout le monde de valider... attendez, attendez, je viens d'être gravement mis en cause, je peux peut-être répondre. Alors, excusez-moi, mais qui a mis gravement en cause en disant que votre voix, que ma voix vous fait vomir? Non, j'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Vous n'avez pas dit ça? Je n'ai jamais dit ça. Vous avez fait le geste jusque-là. Ça commence, les gestes qui ont été faits, qui n'ont pas été faits. Il faut essayer de vous remémorer la réunion de commission communication qui a été faite. Le point de départ, il est là. Ça, vous l'avez complètement oublié. L'intervention qui a été faite en conseil municipal qui a suivi, vous l'avez complètement oublié. Mais pas du tout, monsieur. Et après, vous étonnez pourquoi on ne peut pas travailler avec vous. Tout simplement. On ne peut pas travailler avec des menteuses, effectivement. De toute façon, là, on a un compte administratif et un compte de gestion à gérer. On est une instance, on ne va pas se donner en spectacle, je crois qu'il y a des gens qui seraient bien contents. C'est pas une pièce de théâtre. Je crois que c'est déjà fait. Hein. Vous n'avez pas la parole. Qui c'est qui a la parole? C'est Poutine ici. Non, mais qu'est-ce que tu as à dire, toi? Le gars qui fait flotter le drapeau de la Russie devant chez lui, et ça c'est un adjoint de la commune de Frexhoff. Bravo. N'importe quoi. Bravo. Continuez comme ça. N'importe quoi. Bon, je crois que le sujet n'est pas là. Je comprends l'exaspération de certaines personnes parce que finalement on est plus sur une histoire de forme que sur une histoire de fond. Mais la fond, il n'y a rien à dire, donc ils s'en prennent à la forme. Sur le fond, et j'ai commis une grave erreur en démarrant ce conseil. C'est vrai que s'il y a des questions à poser sur le compte de gestion et le compte administratif, c'est bien à Madame Hoffner qu'il faut le faire, je suis désolé. Elle a travaillé le sujet, c'est quelqu'un qui est là tous les jours, qui se donne à fond. Et si on n'aime pas une personne, ça nous arrive à tous de ne pas aimer une personne, de ne pas l'apprécier, etc. Mais là, d'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi on ne l'aime pas. Mais, écoutez, on a été insulté publiquement, à au moins 2 reprises, insulté, je pèse mes mots. Donc il n'est pas question que moi ou Katia, on échange avec cette personne. Ne nous demandez pas l'impossible. On va participer, on va collaborer tant qu'on peut, mais avec cette personne, c'est pas possible. Comme avec l'adjoint qui a pris la parole tout à l'heure, c'est la même chose. On a été insulté. Donc là, on a dépassé le seuil tolérable, c'est tout. Et aujourd'hui, j'ai pas le droit de poser de questions parce que j'aurais dû les poser à la commission. Mais c'est du grand n'importe quoi. Non, moi, je suis conseiller. Incroyable. Je suis conseiller municipal. Je viens en conseil, je pose les questions qui me semblent opportunes et qui me semblent pertinentes et je poserai toujours ces questions en tant que conseiller municipal.
Point final. Le reste n'a aucune valeur, aucune. Donc aujourd'hui, je suis très content d'avoir posé ces questions parce que ça a permis à chacun au moins d'avoir des éléments de réponse. Parce que sinon, il n'y aurait eu aucune question, on aurait déjà voté, on serait déjà au point numéro 5. Et puis voilà, et puis ça rentre comme ça. Donc mes questions, je les poserai encore et vous me ferez pas taire, malgré, même si vous levez la voix, même s'il y a des menaces, à mon âge, ça marche plus. Par contre, je veux dire, oui. Les réunions de commission, elles servent quand même à ça aussi. J'ai pas compris. Les réunions de commission, elles servent quand même à ça. Oui, mais bien sûr, mais je suis bien d'accord. Sauf que là, je suis devant quelque chose que je ne peux pas surmonter. C'est pas possible. Et je suis venu, j'aurais d'ailleurs même pas dû venir. À la limite, on n'en serait peut-être pas là. Mais Madame Hoffner, elle est responsable des finances. Oui, non, mais je sais. Mais je vous ai dit à la réunion de commission, c'est tout à fait. Elle fait son boulot. Je dis pas le contraire. Et je n'empêche pas de le faire. Elle présente ses dossiers et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Moi, simplement, je ne veux pas échanger avec elle, c'est tout. Et après, si j'ai dit que je ne supportais pas sa voix, c'est parce qu'elle a commencé à rentrer dans des considérations qui me convenaient pas. Donc, voilà, c'est tout. Ne me demandez pas l'impossible. Après, je suis là, je vais collaborer et je continuerai à poser des questions. N'en déplaise à certains, je ne sais pas s'il y en aura à respecter ou quoi, mais je continuerai à animer de la manière la plus constructive possible le débat. J'aime bien le mot, constructive. Voilà. Donc s'il y a des questions, je cède la parole à Caroline. Donc sur le compte administratif, pour reprendre, il en ressort donc un excédent global de clôture de 227 079,78. Donc je demande au... Le compte de gestion d'abord. Sur le compte de gestion, si tu veux. Parce que le compte administratif doit sortir. Oui, justement, oui. Je pensais que tu voulais sortir. Donc on reprend. Le compte de gestion, dans un premier temps, donc on a bien dit qu'il était similaire au compte administratif. Le compte de gestion transmis par le receveur de la commune qui s'abstient de vote. Qui est contre? Donc, à l'unanimité, nous pouvons valider le compte de gestion. Idem pour le compte administratif, si Monsieur le maire veut bien sortir. Voilà, pareillement, pour le compte administratif, qui est contre, qui s'abstient. Donc on peut noter la validation des comptes. On peut continuer par l'affectation des résultats de l'exercice 2021. Les résultats de l'exercice font apparaître un excédent de fonctionnement de 396 813,58 € pour un déficit d'investissement de 169 733,80 €. Je redonne juste lecture. Il est proposé d'affecter la somme de 198 783,80 € à la section d'investissement au chapitre 1068 afin d'apurer le déficit et de couvrir les restes à réaliser qui sont encore d'un montant de 29 050 €. La somme de 198 029,78 € sera conservée donc en excédent de fonctionnement reporté au chapitre 002. Donc sur le premier tableau, on verra donc l'année prochaine, enfin ici, l'exercice en N-1, ce même montant ressorti. Voilà. Donc pour ceci, qui est contre l'affectation des résultats? Qui s'abstient? Alors je vous remercie pour cette affectation. Il n'y a pas de questions. On peut passer également au taux des deux taxes.
Alors, le taux des deux taxes, on vous propose j'ai perdu mon petit papier. Voilà. Donc la commission propose de maintenir le taux de l'an dernier. À savoir que comme il n'y a pas de gros événements à venir sur l'année, il semblait opportun de geler un petit peu les taux pour ne pas bouger l'existant. Donc à savoir que sur le foncier non bâti, on est à 35,43% pour le taux, et en foncier bâti, on est à 25,42%. Comme on l'avait noté, ces taux peuvent toutefois varier selon l'évolution de la part départementale, puisqu'à ce jour, elle n'est pas encore établie. À savoir que la part départementale, c'était à peu près 14%. Donc il se peut, soit eux, ils peuvent bouger leur taux, mais comme le taux maintenant est global entre communes et départements sur le bâti et le non bâti, on ne peut pas valider leur partie à eux. Il se peut donc qu'il soit modifié, ou même si lui n'est pas modifié, mais que la base soit un petit peu modifiée par rapport au coût de la vie ou autre, il peut y avoir quelques petites modifications tout de même. Et pour notre part, ça restera fixe si vous le validez en ce sens. Donc je voulais savoir si quelqu'un est contre le gel de ces deux taxes pour la partie commune. Personne contre, qui s'abstient? Donc on valide également le taux des deux taxes. Bien, c'est à moi qui revient la parole, l'achat de terrain pour la maison de santé. Vous avez été destinataire dans les invitations du compte rendu d'une commission des finances qui s'est tenue, d'une commission pôle médical qui s'est tenue ici le 2 février, puis évidemment de la commission des finances du 25 février, où il était fait état de la possibilité par la commune d'acquérir un terrain appartenant, une partie d'un terrain appartenant à monsieur et madame Léonard, et c'est l'occasion de demander à Armand de quitter la séance pendant que l'on discute de ce point, puisque tu es concerné par le sujet en question. Alors, il s'agit d'un terrain issu de la section 6, parcelles 3 et 4. L'idée, c'est de faire une acquisition d'une surface convenable, correcte, 25 acres en l'occurrence, qui permettrait sans aucun problème de mettre en place un bâtiment de plusieurs centaines de mètres carrés. Hein. On parlait de 400-500 mètres carrés. Marie-Noël, je passe sous ton couvert, puisque tu es en train de travailler les surfaces. Évidemment, avec l'aménagement de parking, et puis pourquoi pas d'autres aménagements. 25 arts, donc, qui appartiennent à monsieur et madame Léonard Armand. Je crois que l'un des terrains est au nom de Armand et l'autre au nom du couple. On va dire monsieur et madame Léonard. Donc, le terrain en question est évidemment intéressant, situé à l'arrière du complexe socio-culturel, on va dire dans le village, à proximité du commerce, des écoles, du périscolaire, du centre des pompiers. Un point très intéressant, et on a rencontré donc monsieur et madame Léonard à 2 reprises courant décembre. Après les discussions qui ont pu avoir lieu, et on a finalisé un montant qui vous est proposé ce soir, une acquisition de ces 25 arts pour un montant de 42 000 €. C'est un sujet qu'on a cette fois-ci débattu en commission la semaine dernière. Voilà, c'est une belle opportunité, je pense. C'est une belle opportunité pour notre projet. Je vous propose d'aller dans ce sens.
tout simplement, de façon à pouvoir aller un peu plus loin, c'est-à-dire envisager, ce sera l'objet certainement d'un prochain conseil, de choisir un bureau d'études qui pourrait nous valider la mise en place de la structure avec les aménagements intérieurs, étant entendu que, là aussi je pourrais sous ton couvert, Marie-Noël, il me semble qu'il a été dit qu'au mois de novembre, l'ARS allait se prononcer sur notre projet et qu'il était nécessaire d'avoir un avant-projet, pas forcément détaillé, mais chiffré, de sommaire, on va le dire comme ça, de telle manière à pouvoir aller au-delà après le mois de novembre. Ce qui voudrait dire que cette année servirait, les 6 prochains mois, il va falloir travailler fort sur le sujet en question, de façon à être prêt et à faire valider notre dossier, j'insiste. Il n'y a pas de concurrence avec la ville de Bouzonville. Main dans la main, on souhaite travailler avec eux, puisqu'il s'agit d'une maison de santé multisite qui est proposée par l'ARS. Et donc, les personnels de santé travailleraient en étroite collaboration avec ceux de Bouzonville. Et d'ailleurs, c'est et de Val-Weistrop aussi. L'idée, c'est de mutualiser les moyens. Quand je parle des moyens, ce ne sont pas que les moyens en ordinateur ou autre, mais surtout les moyens en personnel. Et je crois que vous travaillez énormément sur le sujet, vous déjà, puisque vous avez créé une association au mois de novembre ou décembre, avec tous les personnels de santé du Bouzonvillois et de Val-Weistrop, permettant de la mise en place d'une sorte de... Vous avez évoqué ensemble les possibilités de ce partenariat et vous êtes en train de les finaliser par écrit, je suppose. En parallèle, la communauté de communes a lancé une étude sur l'ensemble du territoire, ce qui est aussi demandé par l'ARS, permettant à terme de valider les différentes infrastructures qui sont en cours d'élaboration. Valider, oui, les différentes infrastructures, de voir un petit peu ce qui manque en fait sur le territoire. Puisqu'on nous a demandé, ce que moi j'ai eu en questionnaire, puisque j'ai été interrogée, c'était les professions en fait paramédicales, médicales qui manquaient donc sur le territoire. C'était ce qui manquait aussi en médico-social, ce qui manquait aussi en autre structure. Je veux parler de tout ce qui permet par exemple les hébergements temporaires, de tout ce qui permet les accueils d'Alzheimer en journée, etc. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait énormément de structures, mais qu'à chaque fois on était limité pour faire admettre certains de nos patients parce que c'est un maillage un petit peu particulier, tout est structuré, il faut appartenir à tel et tel endroit pour avoir des facilités pour admettre nos patients. Il y a toujours un pourcentage, donc pour la zone même, qui a par exemple, on a des hôpitaux à Saint-A, on a un nécessaire par exemple à Frémin. Bon, c'est sûr qu'on admettra un peu plus facilement ceux qui sont du secteur que ceux qui sont de l'extérieur. Voilà, il y a toujours un nombre de lits pour l'extérieur, un nombre de lits pour ceux qui sont sur place, et c'est pareil pour les EHPAD. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc on se rend compte qu'on a énormément de structures, mais que malgré tout, on a très peu de possibilités. Donc il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Voilà, et puis arriver à faire venir un peu plus de professionnels spécialisés. Je crois que c'est ça aussi. Ouais. L'idée, c'est bien de maintenir l'existant, mais de le développer au travers de ces nouvelles créations. Le faire se développer, et voilà, quoi. Est-ce qu'il y a une mutualisation des moyens ou pense aux médecins par exemple? Est-ce que vous mutualisez les secrétariats, les prises de rendez-vous? Est-ce que chacun garde son autonomie de fonctionnement? Qu'est-ce qui est prévu? Disons que ce qui est prévu, donc pour les médecins, je pense qu'un seul secrétariat sera largement suffisant. Par contre, pour ce qui est des kinés, généralement ils prennent le rendez-vous eux-mêmes, les orthophonistes le font par eux-mêmes.
La psy fait ça par elle-même. En fait, je veux dire, ils agissent de la façon suivante, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'ils vont prévoir pour tel et tel patient en acte à réaliser, ils prévoient donc une durée. Donc pour un secrétariat, c'est un petit peu difficile. En fait, si vous allez prendre une séance de kiné, il faut déjà que le kiné voit le pourquoi vous venez, etc. Fasse déjà un petit bilan avec vous sur ce qu'il y a à faire et ensuite voit un petit peu la durée de votre séance. Oui, non, les séances, elles ne sont pas programmées, donc c'est difficile. Non, moi je pensais aux médecins. J'imagine qu'en vous ambitionnez un terme qu'il y ait plusieurs médecins. Médecins généralistes, là j'entends. Un seul. Il n'y en aura qu'un seul. Oui, c'est largement suffisant. Ah d'accord. C'est largement suffisant. On n'a pas tous besoin d'un secrétariat. Une seule secrétaire est suffisante. Non, un secrétariat, mais plusieurs médecins Plusieurs généralistes. médecins. Ah d'accord, oui, je quand pensais que vous même. disiez qu'il n'y aurait qu'un Je veux médecin pas- généraliste. Non, d'accord. Je ne veux pas Non, c'est ok. continuer D'accord, seule. d'accord. Je préférerais que nous soyons plusieurs. Et bon, la réponse a peut-être déjà été donnée, mais bon, par rapport à Besanville, c'est le même projet ou c'est deux projets qui sont menés Alors, parallèlement et... Ça dépend de ce qu'on parle. Est-ce que c'est le projet de santé? Parce que là, chaque maison médicale aura un projet de santé, adhéreront les médicaux et les paramédicaux qui auront envie, d'où le maillage qui va se tisser entre les différentes maisons. Et le projet bâtiment, etc., là, c'est chaque commune qui aura ses propres dotations de par l'ARS, etc., de par les autres organismes qui viendront aider à la... Mais par rapport à l'ARS ou d'autres structures, je m'y perds un petit peu dans toutes ces structures, c'est des projets différents. Chacun présente son... Pour le bâtiment, oui. Chacun va présenter son propre bâtiment, ses propres structures, les personnes qui vont y être accueillies, etc. Et la validation des deux projets se fera en même temps. Voilà. Ah ben voilà. Tout le monde, tout doit être... Il faut qu'on va travailler main dans la main. D'ailleurs, j'ai eu le maire de Besanville au téléphone la semaine à travailler en dernière. parallèle les uns des autres, pardon. Ça, quand tu dis se fera en même temps, c'est-à-dire que ça se fera pour les deux ou pour aucun? On peut le considérer comme ça. Tu parles d'un point de vue validation par l'administration. Oui, on va le dire comme ça. Par contre, la construction, derrière, on va se faire en fonction des intentions de subvention et de la rapidité, de la possibilité de le faire dans des délais courts ou non. Il est clair que sur un terrain nu, ça peut peut-être se faire plus rapidement que dans un terrain où il y a dans un bâtiment où il y a une grosse modification. On n'en sait rien. C'est-à-dire là, ce qui est certain, c'est qu'au mois de novembre, l'ARS validera le projet de pôle multisite. Le projet de pôle multisite. Ce qui veut donc dire que l'ARS validera, si on veut les ramener aux communes, validera ensemble le projet de Besanville et de Freisrock. Le but n'étant pas, si je comprends bien, en tout cas, de s'opposer, mais vraiment bien de travailler ensemble. De toute façon, c'est clair, ça a été dit dès le départ. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai contacté le maire de Besanville pour savoir qu'avec quel bureau d'études vous travaillez. Je pense que ce serait intéressant qu'on avance ensemble jusqu'au moment de l'avant-projet sommaire, comme disait Francis, mais chiffré, de telle manière à ce que l'ARS puisse se positionner sur l'intérêt du projet et sur son financement. Est-ce qu'on peut faire rentrer Armand ou est-ce qu'on a besoin de rester alors je m'excuse. Le pauvre, il est en train de grenoter là. Oui, bien évidemment, mais il va falloir valider en fait les choses avant qu'il ne rentre. Et qu'il entre des questions. Ce sujet, on l'a abordé en commission vendredi dernier, donc depuis, j'ai un petit peu réfléchi, je suis allé voir sur place, j'ai essayé d'avoir les éléments par rapport à l'acquisition du terrain. Je t'avais dit, sur le principe, faire une extension là-haut, moi, je pense que c'est une idée tout à fait recevable. Non, tu allais dire excellent. Excellent. Je n'ai pas dit ça, mais bon, je peux dire que soit, allez, c'est une bonne idée de faire une extension à cet endroit-là. Maintenant, quant au prix, si on ramène ça là, on est à 1 700 € de l'heure, on l'a évoqué. Bon, évidemment, ce n'est pas au prix du terrain à bâtir, mais ce n'est pas non plus au prix du terrain agricole. Aujourd'hui, c'est quand même qu'un terrain agricole qui vaut entre 40 et 50 € de l'heure.
Le terrain à bâtir vaut 5 000 ou 8 000, je ne sais pas quels sont les tarifs. Donc là, on a une cote plus ou moins bien taillée qui est à 1 700. Moi, je trouve que c'est trop cher. Je trouve que c'est trop cher. Parce que j'ai en mémoire, entre autres, alors après, c'est peut-être pas d'actualité, mais je vais quand même le redire, à une époque, André Sibyl l'avait confirmé ici, il avait proposé de faire un échange de terrain et de céder pour l'euro symbolique cette partie qui aujourd'hui fait l'objet d'une acquisition. Donc ça, j'imagine que c'est plus d'actualité. Non, c'était pas ça en fait. Si, c'était ça. Je voulais simplement agrandir en fait le parking. Oui, non, mais peu importe la raison. Effectivement, la motivation à l'époque, c'était pas pour le pôle médical. Oui, mais il n'allait pas prendre 25 heures pour agrandir un parking. Écoutez, je ne sais pas, il peut répondre lui-même, on peut lui poser la question. Moi, je voulais juste savoir si ça, c'est complètement tombé à l'eau. Manifestement, oui, hein, puisqu'aujourd'hui, on en est là. Bon, c'est un peu dommage, parce que c'était une bonne idée, c'était tout à fait louable. Sauf que, manifestement, aujourd'hui, on n'en est plus là. Donc mon idée, c'était d'échanger des terrains non agricoles contre des terrains non agricoles. C'est ça. Avec peut-être une plus-value pour la situation. Mais Christian, tu peux peut-être rappeler comment on est arrivé à ce prix. Oui, je pense que... Et à partir de là, ma proposition n'était plus conforme à ce que souhaitait Armand. Monsieur Léonard, dont je ne parle pas de lui comme conseiller municipal, mais comme individu, est venu lors de l'une de nos réunions, la deuxième, me semble-t-il, avec une délibération du conseil municipal qui datait de 2004. En 2004, je l'ai sous les yeux, cette délibération du 20 juillet 2004, l'acquisition d'une parcelle pour la desserte du lotissement du stade. Il s'agissait de rendre possible à l'époque la quatrième tranche du lotissement. La quatrième tranche du lotissement n'aurait pas été réalisable si on n'avait pas eu ce bouclage. Et les négociations ont eu lieu à l'époque avec monsieur et madame Beauvais-André et Beauvais-Jean, le propriétaire de la parcelle numéro 8, section 8, numéro 40, contiguë à une petite parcelle que la commune avait. La commune avait 3-4 mètres, Francis, et Beauvais, la famille Beauvais en avait 7 ou 8. L'idée c'était de dire avec ces terrains pour faire le bouclage. L'idée c'était de faire le bouclage. Donc à l'époque, des négociations ont eu lieu, elles ont duré un temps certain. Et l'idée c'était on est arrivé à une conclusion que les vendeurs étaient prêts à le faire à la condition pour 10 art 14 de le vendre à 16 770 €. Ce qui fait 1 653,85 $. C'était en 2004. Et lors de la discussion qu'on a eue avec monsieur Léonard, il a dit clairement, voilà, lorsque vous avez pensé à cette acquisition, moi j'ai repensé à cette acquisition de 2004, et vous avez donné ça pour une route, pour un terrain qui va devenir constructible. Je pense que le nouvel prix me semble, me semble correct. Bon, effectivement, j'avais cette information. Oui, non, mais on se dit tout. Hein. Mais pour moi, on ne parle pas de la même chose. Ce terrain-là, le terrain de l'époque, en 2004, il donnait sur la route, il pouvait être terrain à construire, il était étroit, en tant que tel, non. Mais vous avez, je pense, fait l'acquisition d'un autre terrain contigu qui faisait qu'il y a une partie quand même qui était terrain à construire. Là, ce n'est pas le cas. Là, on est quand même en terrain agricole pur, même si la destination finale, effectivement, je ne suis pas là, je dis pas aujourd'hui qu'il faut l'acheter au prix du terrain agricole. Mais entre l'acheter au prix du terrain agricole à 40 ou 45 € de l'art et l'acheter 1700, je trouve qu'on va trop loin. Donc moi ça me paraît, après, bon je vous donne mon avis, hein, vous faites évidemment ce que vous voulez. Et donc ça c'est le premier point, je trouve que c'est trop cher. Le deuxième élément, c'est qu'à la réflexion, je me dis que cette parcelle, tu disais, c'est une excellente idée, et je pense qu'elle serait d'autant plus excellente si on ne se limitait pas à 25 ans, si on prenait la totalité pour faire une vraie extension là-haut, pour y mettre, pourquoi pas, on en a parlé aussi, le City-Stade, pour faire une aire de stockage pour la commune peut-être, pour faire le parking du pôle médical, pour le pôle médical en lui-même, pour d'autres activités pour les enfants, puisque l'école est à proximité. Moi, c'est un terrain, je pense aujourd'hui, c'est dommage, parce que là, on va voter
et on va donner un accord sur une partie, et après on va se dire, merde, si on avait pris plus, peut-être ça nous serait bien utile. Donc moi, la réflexion aujourd'hui, c'est de dire, prenons ou demandons d'avoir la totalité, alors après ça se négocie, ce sera évidemment plus, je sais pas, elle fait combien cette... je sais pas une surface globale en question. C'est pas. Mais bon, on doit être bien double au triple. Hein. Oui, bah c'est ce que moi j'étais voir. Hein. Je ne sais pas si vous avez, si quelqu'un d'entre vous a été voir. Moi j'ai été voir. Effectivement, c'est un terrain qui dans sa, je crois avoir vu les contours, qui serait très intéressant. Au-delà de là aujourd'hui, on va prendre une décision sur un projet dont on parle depuis suffisamment longtemps pour qu'il voit enfin le jour, mais je trouve que c'est dommage de se limiter à ça. Je pense un peu plus d'ambition pour faire d'autres projets et d'autres réalisations à cet endroit, ça me paraîtrait plus pertinent, et si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera plus. Ou alors on le fera de nouveau au prix fort, c'est-à-dire que on a payé 1700, après au final ça nous coûtera forcément beaucoup plus cher, alors que si on a eu la réflexion d'emblée de dire on prend la totalité, on se met d'accord sur un prix, je pense qu'on s'y est retrouvé globalement. Je pense qu'avec les 25 arts, on avait déjà un peu d'ambition. Ceci étant, au regard des discussions qui se sont tenues ici, on ne va pas dire que ça a été difficile, mais il y a déjà eu des discussions assez importantes sur le sujet en question avec les propriétaires. Je pense que ça sera difficile. Et ça sera difficile d'autant plus que... C'est quoi, d'avoir la totalité? Ouais. Oh oui. Ce sera difficile d'autant plus qu'aujourd'hui, bon, pour revenir, le jour où le terrain sera considéré comme constructible, c'est plus 1 700 € qu'il vaudra, ce sera le prix d'une place à bâtir. On est bien d'accord? Une fois qu'il serait labellisé, bon, oui. Donc c'était juste pour dire que les 1700, je dirais qu'en ce qui me concerne dans l'esprit et en lien avec le fait que M. Léonard n'est pas moins ni plus que M. Beauvais, c'est très acceptable. Ça c'est une première, c'est ma remarque personnelle. Je rebondis sur cette réflexion. Et la deuxième réflexion, c'est que si le CU revient négatif, on va passer devant une commission que Carole connaît bien, qui s'appelle une commission où se trouvent pas mal d'agriculteurs. Tu as été là-haut. Je n'ai pas la dénomination exacte de cette commission. On a rencontré un problème rue de la Forêt avec un autre propriétaire. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle l'artificialisation zéro. En clair, les terrains agricoles n'ont pas vocation, sauf peut-être pour ce projet d'intérêt général et collectif. Et là, Frédéric, tu le confirmes, puisque tu vois ce qui se passe au niveau de la communauté de communes, tu as des discussions avec Lucien aussi récurrentes sur le sujet en question. Ça veut donc dire qu'on risquerait de faire une acquisition sur un terrain sur lequel de toute façon on ne pourrait rien faire à cause de cette artificialisation zéro. Quand on parle d'artificialisation, ça ne veut pas seulement dire construction, ça veut dire aussi bétonnage ou enrobé ou autre. Donc, moi, en ce qui me concerne, cette idée est recevable, mais ce que je souhaite avant tout, c'est me garantir de la possibilité de mettre ce projet en place sur cette surface qui semble, après les coups de fil que j'ai pu donner, qui semble pouvoir être acceptable, parce que ça aussi, ce sont des éléments que tout le monde ne maîtrise pas. Hein. Il y a déjà eu des échanges avec la DDT sur le sujet en question. Après les nombreuses négociations qui ont eu lieu, après les coups de fil qui ont été donnés, je pense qu'il serait, à mon avis, judicieux de rester sur la surface en question, vaut mieux un tien que deux tu auras, et de valider les choses, sauf à retarder nos échéances qui ne nous permettraient pas d'avancer. Et là, aujourd'hui, on est bien sur une surface qui me semble être acceptable au niveau de la commission essentiellement constituée d'agriculteurs à laquelle tu as subi un bon nombre de questions. C'était en tribunal, oui. Et devant le tribunal en question. Ouais. Voilà, c'est la réponse que je peux donner à l'heure actuelle. L'idée, c'est surtout d'avancer. Oui, pas à n'importe quel prix. Parce qu'ils sont extrêmement réticents à lâcher le moindre. Parce que quand on fait la comparaison entre la route en question, il y aurait peut-être eu d'autres solutions. Je tiens quand même à préciser qu'à l'époque, on est allé vers M. Beauvais parce que
on avait dans le conseil municipal l'inter-Philippe et qu'on n'a pas voulu solliciter Philippe, qui était propriétaire contigu du terrain de la commune et qu'on aurait peut-être pu aller chez lui. Bon, après, Philippe avait peut-être dans l'objectif, et d'ailleurs ça a été fait, puisque des maisons ont été construites sur ce côté-là, rue des Fleurs. Bon, on avait, nous, 3-4 mètres, on s'est dit avec ce qu'a M. Beauvais, qui pourra quand même rien faire, on peut y arriver. Je veux dire, si à un moment donné ça a été bien payé, c'était surtout à l'époque, mais les négociations ont été aussi très compliquées et ont duré plusieurs mois. Voilà, bon, c'est pour dire, si j'avais pu annoncer un CU ce soir positif, c'est clair qu'on n'aurait peut-être pas été au même montant. Non, plus du tout au même montant, plus du tout, c'est clair. Maintenant, moi la question c'est, on met une clause, si on n'a pas le CU, ça tombe à l'eau. Bon, si on a, moi je voulais mettre la clause d'obtention du PC, voilà. Le permis de construire, c'est-à-dire que c'est la clause finale. Exact. De toute façon, aujourd'hui, l'idée c'est pas de dire demain je vais chez le notaire, hein. L'idée c'est de dire, moi ce que je vous propose encore, toujours, c'est d'accepter l'acquisition du terrain pour le montant en question. 2, c'est de m'autoriser à signer les actes, enfin, etc., et tous les documents relatifs à cet achat, étant entendu que ce sera prévu au budget de l'année de l'obtention du PC, du permis de construire. Étant entendu que ce sera réalisé l'année d'obtention du permis de construire. Parce que si on n'a pas de permis derrière, je ne vois pas comment... Enfin, peut-être que là, et là je rejoins M. Muller, si on n'a pas de CU et pas de permis, je pense qu'on pourra revoir M. et Mme Léonard à ce moment-là et discuter d'un autre tarif, effectivement. Non, ça ne marchera pas. Bah, ça ne marchera pas. Si on constate qu'on ne peut pas obtenir ce montant-là, il le baissera en acceptant un projet d'intérêt général. Mais aujourd'hui, pour une construction, moi je comprends la situation, quoi. Il ne va pas y avoir un problème de viabilisation, il y a un ruisseau là, il faudra passer. Là, on va regarder Francis. On a l'assainissement qui passe là derrière. Comment? On a l'assainissement qui passe derrière l'école. Entre l'école et chez mes parents, tu connais? Entre l'école et chez tes parents, oui. L'assainissement qui passe là. On peut se brancher là-dessus, on a le courant à proximité. Et par rapport au fossé, par rapport au ruisseau, au fossé qui... Je ne pas d'accès le ruisseau, c'est sûr. Ouais, ça pose pas de problème. Non. Le courant est à proximité aussi. Puis l'eau, on peut le récupérer au foyer. Et puis, ce que j'aurais envie de dire, c'est que si le CU revient négatif, c'est de demander déjà de solliciter une dérogation à la règle de la constructibilité limitée, de telle manière à ce qu'on puisse passer à l'étape suivante et se retrouver devant cette commission pour défendre ce projet, comme on l'a fait pour Mandy Choltus, rue de la... Bon, je vous propose, je réitère, je vous propose ces 4 choses. L'acceptation de l'acquisition du terrain pour un montant de 42 000 €, de m'autoriser à signer l'acte notarié et tous les documents afférents à cet achat, de prévoir au budget de l'année de l'obtention du permis les crédits nécessaires à l'achat et aux frais annexes, et de solliciter en cas de CU négatif une dérogation à la constructibilité limitée pour ce projet qu'on qualifiera d'intérêt général et collectif. Qui est contre? Qui s'abstient? Les autres. Merci beaucoup, et là on peut faire rentrer. J'aurais juste une question avant qu'il rentre ou pas? Oui, avant qu'il rentre, mais c'est très court. Est-ce qu'il y aurait moyen de signer un compromis de vente pour officialiser un peu la chose? Ah, il y a toujours moyen, si vous me le suggérez aujourd'hui, on peut... Un compromis de vente soumis à condition. C'est une très bonne remarque. Très bien. CU. Non, mais le compromis est conditionné par l'obtention des différentes choses en lien avec la délibération. Ça officialiserait le prix et beaucoup de choses. Oui. Voilà, tu peux le faire en. Juste une remarque, ce qui aurait été bien sur ce genre oh, je pense que je peux rentrer. Sur ce genre de dossier, moi je pense que ce qui aurait été bien, c'est que ce soit présenté à un conseil comme ça a été présenté là, mais qu'on vote au conseil suivant. Pourquoi? Parce que ça permet à chacun, et moi le premier, d'évoluer dans la réflexion. Là, entre vendredi dernier et aujourd'hui, j'ai évolué. Tout le monde peut évoluer dans un sens ou dans l'autre. On peut encore évoluer entre le conseil suivant et celui qui revient après. Non, mais non, après on vote. Hein. Oui. Ah non. Mais ça permet
On nous présente un dossier, chacun en prend connaissance, prend ses éléments complémentaires pour la suite, et on vote à celui d'après. Évidemment, il faut arrêter là. Il y a la commission, il y a le conseil, c'est bon. Armand, sur la conclusion, on est à la majorité des voix, et d'accord pour l'acquisition pour 42 000 euros. On va commencer les démarches pour faire le local. Absolument. Et donc suggérer la signature d'un compromis dans un premier temps. Et ça, c'était la dernière idée d'André. Et puis avec un acte notarié final après l'obtention du permis de construire. Carole, oui. Point numéro 6. C'est bon, je présente ça. Ah bon, écoute, l'organisation permanente générale de poursuite, je crois qu'on se rend bien avec les finances, c'est comme tu veux. Est-ce que tu veux que je le fasse? Oui. Ouais. Bon, bah, écoutez, c'est simple, on vient de changer de receveur municipal. La nouvelle personne s'appelle Barbara Itinger et elle remplace une personne qui s'appelait Brigian Léon. Il se trouve que on avait pris une délibération pour une personne précise, c'était en 2020, le 17 juin, que aujourd'hui, pour permettre à cette personne de rentrer les recettes que certaines personnes auraient oublié de payer dans le cadre de vente de bois, oublié ou pas voulu payer ou pas pu payer, il nous faut permettre à notre receveur municipal de lancer des poursuites. Et il vous est proposé une autorisation permanente générale de poursuite. Permanente parce que on ne mettrait plus le nom de la personne concernée, ni l'emplacement de la perception, parce que jusqu'à présent c'était la trésorerie de Hayange qui suivait, avant c'était celle de Bouzonville. Si de Hayange on passe à Thionville ou à Metz à l'avenir, on vous propose une autorisation permanente et générale, quelle que soit la personne et quel que soit l'endroit où se trouvera le receveur en question, de façon à pouvoir engager toutes les poursuites qu'il jugera nécessaires pour le recouvrement des titres et articles de rôle émis par nos soins. Cette autorisation serait valable pendant toute la durée du mandat et elle pourrait cependant être modifiée ou annulée à tout moment par simple demande écrite de notre part, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt de demander une annulation de ce type de délibération puisqu'elle a pour seul objet de rentrer les recettes dues à la commune. Voilà l'explication. Question? Est-ce que quelqu'un s'oppose? S'abstient? Merci. Frédéric a la parole pour l'adhésion à la fourrière automobile. En tant que vice-présidente de la communauté de communes, elle maîtrise parfaitement les dossiers si rapportants. Aussi brillante que Carole pour les finances. Toi, tu es brillante pour ce genre de choses, donc tu vas nous le prouver. Ouais. Donc la CCB3F avait passé une concession avec le garage Glirton de Langesfeld pour la gestion de la fourrière automobile intercommunale. Alors l'État ne souhaite pas que l'EPCI puisse gérer cette politique sans prendre la compétence, ce qui a été refusé par le président au motif qu'il n'y a que 18 communes sur les 40 qui étaient concernées, qui étaient demandeuses en tout cas. Donc toutefois la gestion de ce service peut se poursuivre à condition qu'une commune dispose de la clause générale de compétence. Donc M. Chaban, en tant que président et maire de la commune de Bouzonville, propose que ce soit la commune de Bouzonville qui prenne effectivement cette compétence. Donc aujourd'hui, il nous est proposé d'accepter l'adhésion au groupement d'autorités concédantes pour la gestion de la fourrière automobile, d'approuver les termes de la convention constitutive du groupement d'autorités concédantes pour la gestion de la fourrière automobile et d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention jointe en annexe. Le but, c'est surtout de faire des économies à une échelle, pas locale, mais en tout cas de faire une économie pour les communes en ce qui concerne l'enlèvement des véhicules, parce qu'on est tous confrontés, effectivement, enfin tous non, enfin 18 communes en tout cas sont confrontées à ces problèmes de voitures ventouses qui va détériorer à la fois le paysage et qui en même temps gêne parfois, par exemple chez nous ça a été le cas, des véhicules qui gênent le parking pour ce qui concerne tout ce qui est médical. Ou parfois des véhicules qui se retrouvaient, ça a été soulevé à l'époque par André,
sur des voies près des passages piétons, donc qui gênaient effectivement l'accès aux personnes qui ramenaient leurs enfants à l'école. Donc voilà, tout ça, ça sera dorénavant, on pourra donc passer par la commune de Boulonville qui sera porteuse du projet et qui prend la compétence. Donc voilà. Donc est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à tout ça? Quel coût? Alors le coût, pour l'instant, que d'abord qu'il fasse l'appel d'offres au niveau de la potentielle, potentielle fourrière. Donc maintenant, en tant que commune, on est obligé de refaire la demande, en fait, comme ça avait été fait à l'époque par la Comcom. Là, on est obligé de refaire un appel d'offres. Et ensuite, normalement, de toute façon, le coût ne sera pas imputé aux communes, elle sera imputée à la personne qui aura laissé son véhicule. Donc les éventuels coûts, ce seraient ceux de la procédure d'appel d'offres, c'est-à-dire la publication dans les journaux officiels, voilà. Ce genre de Ça, choses. Répartis entre les communes qui l'ont demandé. Voilà. Et après, donc, ce serait le coût, les personnes qui laissent leur voiture ventouse, ce sont des questions... si on retrouve le propriétaire. Ouais. C'est pas une voiture Et si on ne retrouve pas, c'est à la charge de la commune? Je pense que... Oui. Ouais. Parce que ça doit souvent être le cas, je ne connais pas, mais bon, j'imagine bien que les voitures qui sont laissées à l'abandon, ce n'est pas toujours des gens qui les laissent intentionnellement, c'est des gens qui sont... Ouais. Bon, je pense que chez nous... Bon, après, si on ne connaît pas le propriétaire, on fera venir un ferrailleur. Voilà, au pire des cas, effectivement... Si on peut. On coupe momentanément la caméra. Pourquoi? J'ai pas suivi, mais c'est pas grave. Ok. Donc voilà, donc il vous est demandé, donc comme je répète, d'accepter l'adhésion, d'approuver les termes de la convention et d'autoriser monsieur le maire effectivement à signer la convention, que vous avez pu voir en document. Voilà, donc. Je dis ça parce que bon, il faut être clair, hein, ça nous est arrivé une fois, on a retrouvé un véhicule qui était calciné, il n'y avait plus rien du tout, on a fait des... Ça nous est arrivé. Parce que sinon la voiture, il serait encore. C'est clair. Donc voilà, qui s'abstient, qui s'oppose. Bon, je vous remercie. Donc le deuxième point, c'était le financement du SDIS. Alors cette cotisation, on la faisait directement chaque année au SDIS. Et donc là, on versait cette contribution directement. Donc la communauté de communes se propose donc de payer cette contribution en lieu et place des communes, ce qui permettra à cette dernière d'éviter les augmentations qu'il y a chaque année. Donc effectivement, cette année, on a une augmentation de 2,2%. Donc pour ce faire, la commune doit donc modifier ses statuts afin de transférer à la CCB3F le financement du SDIS. Alors par contre, ce qui ne changera pas, c'est que les équipements et les casernes resteront toujours la propriété des communes. Donc ça n'aura aucun impact à ce niveau-là. Et le paiement, merci. Le paiement de cette contribution, parce que forcément, il faut bien que quelqu'un paye, donc la Comcom en fait se paiera entre guillemets directement sur l'attribution de compensation qu'on nous verse chaque année au titre de l'ancienne taxe professionnelle, donc que nous ne percevons plus directement. Voilà. Alors, juste pour info, le SDIS, c'est une somme actuellement, la contribution au SDIS est de 14 485,55 €. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions? Bon, dans les motivations, vous dites c'est une des raisons, c'est parce que ça augmente, mais que ce soit la Comcom ou... Oui, la Comcom a décidé de prendre ça en charge pour alléger, je pense, aussi les frais pour les communes. Je me demande si la commune va y trouver son intérêt, comme l'a très bien expliqué. Ça va être opération blanche. C'est une opération blanche cette année, mais c'est une opération gagnante pour les années à venir. Oui. Dans le sens où, par exemple, cette année, on a eu une augmentation de 2,5% de notre cotisation au SDIS, et que cette augmentation ne sera plus appliquée puisque seul le tarif de cette année sera retenu pour les années suivantes. Oui. Donc ça veut dire que c'est une opération qu'on peut considérer comme gagnante pour cette année. Est-ce que la communauté de communes y trouve un intérêt? Peut-être que oui. Je me suis posé la question de savoir si ça n'allait pas augmenter son coefficient d'intégration fiscale, c'est-à-dire sa dotation globale de fonctionnement. Peut-être. La question est de savoir est-ce que ça va diminuer la nôtre.
J'ai pas c'est des réponses, c'est des questions et des réponses très techniques que je n'ai pas forcément à l'heure où je vous parle. Toujours est-il qu'on sait que c'est gelé au tarif de cette année, notre participation. L'augmentation, ça aurait dû être de 2,6%. Oui, j'avais dit 200. Oui, c'est pas grave, donc juste pour être précis au niveau. Précis. Voilà, plus précis. Voilà. Donc, d'autres questions? Donc, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Et donc, je vais garder le dernier point. Donc, nous avions délibéré le 2 décembre 2020. Le conseil municipal avait donc approuvé l'adhésion au projet d'un groupement de commandes permanent proposé par la CCB3F. Et ce, pour certaines thématiques. Alors là, j'ai juste retrouvé la liste. Par exemple, c'était le contrôle des aires de jeu, les fournitures de salles de déneigement, fournitures et poses de signalisation verticale, etc., etc. Nous, on avait essentiellement adhéré, en tout cas aux prestations, qui étaient le nettoyage des voiries, le balayage des rues, et la dératisation. Donc là, il nous est proposé demander d'élargir en fait ce groupement de commandes. Alors, il n'y aura plus de thématique, parce qu'aujourd'hui, ce groupement de commandes pourra se faire sur tout. C'est vrai qu'on a discuté un petit peu ce matin, ça pourra se faire sur des photocopieurs, sur du papier, enfin sur tout. Voilà. Hein. Le but étant de faire baisser, si vous voulez, les coûts pour les communes. Encore une fois, c'est toujours pareil. Voilà. Donc, il nous a demandé donc de faire des modifications statutaires en ce sens. Ouais. Oui, on aurait par exemple des besoins cette année sur l'éclairage public, je parle de Francis, voilà, par exemple. On aura un problème, c'est que M. Bayer prend la retraite au mois de mars. Voilà. Au mois de mars, on aura peut-être besoin de faire appel au groupement de commandes, et c'est vrai que là, ça peut nous permettre d'éviter. C'est d'autres communes, effectivement. Voilà, effectivement. Après, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de communes qui en fassent la demande. Parce que si on est la seule commune à faire la demande au niveau de la CCB, automatiquement, on ne fera pas. Oui, puis on ne se fait pas forcément toujours gagnant. Tout à fait. On l'a remarqué parce que je crois que tu avais fait le calcul sur Pugae à l'époque. Oui. Entre les tarifs qui étaient appliqués et surtout le fait que certaines entreprises étaient assez éloignées de chez nous, on faisait que ça n'était pas toujours intéressant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, il nous est demandé aujourd'hui d'accepter, donc on va délibération, nous demande d'accepter la modification statutaire pour transférer à la CCB3F. Pardon, excusez-moi, je me suis trompée. Pardon. C'était une erreur de ma part, pardon. Donc voilà. On demande donc d'accepter la modification statutaire pour intégrer la possibilité de monter un groupement de commandes au niveau de la CCB3F pour le compte de ses membres. Est-ce que je dois dire la suite? Donc, ces délibérations peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de 2 mois à compter sa publication et de réception par les représentants de l'État. Donc voilà. Donc, le tout, c'est juste de faire un petit avenant, je dirais, à l'ancienne décision qu'on avait prise en 2020 et qu'on l'abonde dans le sens où on peut aujourd'hui élargir ses commandes à des thèmes beaucoup plus larges. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions? Ouais, moi j'aimerais une, c'est si jamais par exemple, ne serait-ce que pour du matériel, fourniture, ordi, etc., si maintenant il y a une commande qui est préparée par la CCB3F et que nous on arrive à avoir quelque chose d'un petit peu mieux, à partir du moment où on a fait cet avenant-là, est-ce qu'on aura obligation? Non, il n'y a jamais d'obligation. Non, du tout. Voilà. C'est surtout, il faut que les communes y trouvent un avantage. Si maintenant, nous, c'est ce qu'on avait dit, si maintenant, par exemple, monsieur le maire trouve une société qui est plus intéressante, on ira vers celui qui... Même si la CCB3F a prévu déjà quelque chose. Alors, par contre, si après, si au moment où ils commencent à faire ils lancent leur appel, leur marché, là on ne pourra pas se retirer une fois que ça a été décidé, parce que sinon du coup ça change toute la donne. Par exemple, si on négocie pour tant et tant, par exemple pour le macadam, enfin pour autre chose, si on négocie pour certaines quantités... Je crois qu'on avait été face à ce problème-là. Parce que le souci c'est que si après maintenant, si tout le monde dit on adhère, donc on fait un appel d'offres, voilà. Forcément, on va se positionner par exemple sur 40 appareils, on va dire, d'accord? Et si maintenant, effectivement, donc on a un certain chiffre, enfin un certain chiffrage, mais si maintenant... on va vraiment exagérer, si sur les 40 personnes qui ont au départ voulu adhérer, il y en a 20 qui partent, du coup ça change la donne. Le prix n'est plus le même.
Voilà. plus le même. Voilà, forcément. Mais je veux dire, ils se retireront. Là, tu parles d'un retrait en cours de négociation. C'est ça. Voilà. Mais par contre, le cas de grève nous oblige, nous, avant même de lancer, on peut très bien, déjà nous, chercher en amont et peut-être se dire, bah non, nous on pense, on estime qu'on n'aura pas les frais, voilà. Ouais. Ça nous empêche. D'accord. Parce qu'on sait que certains, bon, des fois, il suffit qu'on connaisse des personnes qui peuvent nous faire des tarifs peut-être plus intéressants. Tout est possible. Pour les commandes publiques, c'est très compliqué. Hein. Oui. C'est très compliqué et quand il s'agit d'une collectivité, on se rend compte que bien souvent, les tarifs sont plus élevés que le privé. C'est ça. On est confronté régulièrement à ce genre de choses. Je pense aux extincteurs, où on essaie de trouver des astuces dans les vérifications des extincteurs, leur acquisition, sur les issues de secours et autres, sur les contrôles électriques. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément, hein, mais qu'il faut faire annuellement. Ouais, il faut se battre. Il faut se battre pour obtenir de bons tarifs. Et c'est vrai qu'un appel d'offres, on a toujours le risque illégal de voir des entreprises s'entendre pour dire moi je récupère tel marché sur tel secteur ou tel autre. On ne connaît pas ce côté illégal, donc les supputer. Et ça a un effet dévastateur sur les prix qui sont parfois bien plus élevés que ceux qu'on pourrait négocier en privé. Donc c'est intéressant, mais c'est à utiliser vraiment en faisant très attention dans l'intérêt de la collectivité. En fait, là, il s'agit simplement d'une modification statutaire proposée, hein, c'est-à-dire permettre à la communauté de communes de lancer ce genre d'appel d'offres pour les communes qui sont intéressées. C'est ça, tout à fait. L'idée, c'est pas de dire aujourd'hui, tiens, on va le faire pour ça, ça et ça. On s'est souvent rendu compte à Freistroff que une commune de taille moyenne, les tarifs, et je pense à l'entreprise, c'était Bormann à l'époque qui nous nettoyait les bouches d'égout, on s'est souvent rendu compte que le fait de travailler, alors travailler ensemble, mais de travailler parfois seul, ça nous permettait d'avoir de meilleurs tarifs. Après, il y a la solidarité du porte-monnaie, c'est autre chose. On est là pour défendre les intérêts de nos administrés et d'obtenir les meilleurs tarifs. Donc là, c'est simplement une modification statutaire. C'est ça, c'est ça. Donc voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions à poser? Donc, je passe au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Je vous remercie. Bien, j'en ai profité, avant que la séance du Conseil ne se termine, et de façon à pouvoir transmettre les différents documents en sous-préfecture. Il est important que chacun d'entre vous signe, voter pour ou abstenu, les documents comptables. Je vous ai distribué une invitation. Avec les adjoints, on a rencontré courant janvier le vice-président du consistoire israélite de la Moselle, qui, comme ils le font dans d'autres communes, ont suggéré qu'une plaque commémorative soit posée en souvenir de l'ancienne synagogue détruite en 1941, rue d'Archimie. Et donc, ils nous ont préparé des invitations que je vous ai remis pendant que monsieur avait la parole, de façon à ne pas l'oublier. Une cérémonie simplement de mise en place de cette plaque se fera aussi rue d'Archimie, devant la maison de Martin Becker, le 15 mai à 11h. Voilà, je voulais vous signaler. Ça a été fait déjà dans d'autres communes et en ces périodes de troubles, se rappeler les mauvaises choses en espérant qu'elles ne se produisent pas, c'est bien. Oui, Lucien. À ce sujet-là, monsieur le maire, permettez-moi, j'ai été choqué. Ça m'a fait mal au cœur d'entendre que devant ma porte il y avait un drapeau russe. Moi, je ne renie pas mes origines. La moitié de mes origines sont effectivement en Russie. Je condamne ce qui se passe à l'heure actuelle. Poutine, on a fait allusion tout à l'heure, c'est un dictateur. J'ai un grand-père qui a osé dire
qu'il pensait, on l'a déporté. Il n'est jamais plus revenu. Croyez-moi que moi, je ne renierai jamais ma patrie. C'est la France. Mais j'oublierai jamais ces pauvres gens en Russie qui vont souffrir, des Ukrainiens qui souffrent à l'heure actuelle par rapport à un misérable dictateur qui est en train de semer la mort. Donc, encore une fois, jamais je ne resignerai ma patrie comme certains. Et le drapeau que j'ai mis devant la porte, c'était pour montrer d'où je venais à certains qui étaient à côté de chez moi, qui ont tout renié, qui ne savent plus d'où ils viennent. Voilà, monsieur le maire. Et je suis prêt, monsieur le maire, si jamais il y a une cellule qui est prête à envoyer des réfugiés, j'en prendrai chez moi parce qu'à l'heure actuelle, je peux. J'ai des logements et je peux et d'ailleurs, j'ai ici, vous voyez comment c'est. C'est là, un numéro de téléphone où je vais contacter la personne pour pouvoir recueillir les Ukrainiens chez moi. Voilà, monsieur le maire. C'est l'occasion. Honte à celui qui a crié tout à l'heure Poutine. Honte à lui. C'est l'occasion de renouveler, enfin de dire toute notre solidarité avec un peuple qui souffre énormément aujourd'hui. Et être triste de ce qui peut se passer à quelques milliers de kilomètres de chez nous, tout simplement. Voilà, il y a des questions. Repas des anciens, cette année, il y a pas. Il y aura, si les conditions sanitaires le permettent. Je pense que on va voir si on peut le faire au printemps ou plus tard en septembre. Il semblerait que ce soit envisageable. En tout cas, c'est une discussion qu'on a déjà tenue. Simplement, on n'a pas osé réserver, et là c'était Frédéric qui était plutôt sur le coup, si tu veux dire la suite. Non, c'est vrai souvent on en a discuté, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on fait pas, et puis on voyait un petit peu ce qui se passait dans l'actualité, c'était difficile de prendre une décision. Mais la volonté est bien entendu de remettre en place le plus rapidement possible. Je crois qu'on avait, on avait pensé le faire au printemps, mais on s'est dit prendre un traiteur, enfin, c'était le problème de la réservation du traiteur qu'on avait rencontré, mais la volonté est bien entendu de mettre à l'honneur les personnes en question. Surtout qu'on entend quand même les gens, effectivement, les gens, les personnes âgées le réclament. Hein, le réclament, ça ne va pas des anciens. Ce sera ou au printemps ou et après, en fonction des conditions sanitaires, il faut qu'elles soient les meilleures possibles pour qu'ils puissent en profiter. Pardon, Marine. Je dis ça va aller de mieux en mieux, vu qu'on va avoir les chaleurs, etc. Peut-être imaginer le mois de septembre, septembre ce serait idéal peut-être. Il faudrait le faire début septembre. Oui, début septembre. Oui, ce serait sympa. Tout de suite, on peut l'envisager sous cette forme, mais on avait évoqué le printemps. Et c'est vrai que il y a pas mal de choses qui ont été bouleversées. Là, je vois, j'ai vu le taux d'incidence, on est en train de chuter vertigineusement, c'est tant mieux. Je crois qu'on est passé de 500 000 cas quotidiens en France à 40 000 maintenant. Donc ça va de mieux en mieux, effectivement. Certaines règles ont été levées. Bon, il faut quand même se dire qu'on a des personnes fragiles et qu'il est de notre responsabilité de le faire quand on espère que les conditions sont les meilleures pour elles, parce qu'il ne s'agirait pas de créer un cluster. Voilà, ça a été longuement débattu, et je voudrais quand même les préserver parce qu'on tient à elles. Si on est ce qu'on est, c'est grâce à elles. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas distribué, à l'instar d'autres communes, des paniers garnis ou des choses en compensation? On y a pensé un peu tardivement en fin d'année dernière. Ça a été évoqué aussi. Ça ne fait pas tout en fait. Je crois que non, ça ne fait pas tout, mais c'est mieux que rien, quoi. Oui, mais se réunir, non, mais on mettra le paquet, lors de la prochaine rencontre. Ouais. J'ai un point, encore un ou deux points. Dans le cadre des Jeux Olympiques, l'État va mettre en place, vous le savez sûrement, une structure, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui s'appelle Terre de Jeux 2024, où il propose de subventionner les collectivités sur des projets sportifs ou à connotation sportive. Donc je vous le dis, dans le cadre des projets futurs, pour le City Stade peut-être, ou d'autres projets, c'est peut-être le moment, d'autant plus que je crois savoir que la CCB 3F va être labellisée, où il y a des choses en cours. Elle a demandé. Donc
il faut peut-être pas louper le wagon, quoi. S'il y a des choses à faire, je pense que l'information sur le sujet en question. Dernier point, est-ce qu'on, sauf si je peux, on peut savoir le maire de Frastroff s'il a donné son parrainage ou s'il a donné sa signature, s'il va le faire pour les élections. C'est une bonne question et je m'attendais à cette question. Enfin, je m'attendais à toutes les questions, on va dire. Mais celle-là aussi, je vais donner une réponse très claire. La commune un maire à Frastroff a un jour engagé sa commune et la commune en a souffert. Ça remonte à quelques décennies. J'ai pris la décision, en accord avec mes adjoints, de ne donner mon soutien à personne. Voilà, tout simplement. Parce que je crois qu'au-delà des idées politiques, je crois qu'il faut vraiment voir un ensemble. Dans cette assemblée, j'ai autour de moi des gens qui votent telle personne, telle autre personne, telle autre personne. Et je crois qu'il faut, on n'est pas là pour politiser le conseil municipal. On est là pour s'accepter tel qu'on est, chacun avec ses idées politiques, avec comme seul but de faire avancer les choses main dans la main dans l'intérêt de la commune. Et à ce titre, je n'ai pas voulu engager ni ma commune, ni les élus qui m'entourent en signant pour qui que ce soit. Mais je dois dire que j'ai été sollicité à de nombreuses reprises. Je entends bien ce que tu dis, mais un maire qui a une orientation politique, c'est pas choquant non plus. Hein. Oui, j'en ai eu. De toute façon, je veux dire, tout le monde le sait. Mais je n'engagerai pas ma commune sur les thèmes de mes idées. Parce que je respecte trop celles des autres. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous... Attends, j'ai une remarque et deux toutes petites questions. Oui, vas-y. On a parlé de notre projet. Un argument qui pourrait avoir quand même un certain poids, c'est la nécessité absolue d'augmenter le parking derrière l'école. Oui. Ça peut être un argument supplémentaire. Et il y a aussi, je le constate, tous les jours, les gens qui stationnent sur les trottoirs à droite et à gauche devant l'école, alors que derrière, il reste malgré tout quelques places. Alors, je ne sais pas à qui il incombe. L'idée de ne pas se limiter à 25 heures. Ça le renforce. Et en même temps, il y a de la place, alors que les gens ne disent pas. Ouais, mais enfin bon, on va pas faire le débat. Non, mais je veux dire... Par contre, on va rapidement, avec modèle signalisation, peindre sur les 10 trottoirs, repeindre déjà le côté des trottoirs en jaune qui spécifie aux gens que c'est une zone où il est interdit de stationner. Ça n'avait pas été fait, donc on en a reparlé avec le modèle signalisation dernièrement. Donc cette partie-là, justement, outre remettre un poteau interdiction de stationner, c'est surtout la peinture en jaune des trottoirs, donc qui matérialise bien le fait que c'est... Et ils le font dès que le temps permet. Dès que le temps le permet, pareil que donc ça veut dire interdit de stationner. Voilà. Ok. Autre question. Christophe est souvent intervenu, et Francis le confirmera, faire un peu dire aux gens. Il va se faire insulter. Oui, et surtout qu'au niveau de l'école, je te coupe au niveau des écoles, M. Chips avait bien spécifié dans le règlement intérieur que les parents doivent se garer sur le parking à l'arrière. Les parents, ils le savent normalement. Oui. Et voilà, après c'est malheureusement un manque de civisme. Mais c'est pas que là. Hein. Mais quand tu vas au supermarché, c'est pareil, tout le monde se gare devant la porte d'entrée. Devant le collège, c'est le même problème. Une constatation et ça ne résout pas le problème. Oui. Parce que les trottoirs que tu mets en cause, il y a le marquage au sol qui est fait, c'est absolument oui. Mais pas de l'autre côté, pour le coup. Il y a les flèches avec le stationnement du côté terre-plein. De l'autre côté, ce qui empêche le bus qui arrive de faire demi-tour, là ce sera fait. C'est ça. Voilà. Autre question, qu'est-ce que ça donne l'éclairage de la Gessel? Parce que le lampadaire que vous m'avez fourni et les deux que j'ai achetés ne suffisent pas au mois de novembre, décembre, janvier, février. Alors qu'à la Saint-Jean, on n'en a pas vraiment besoin. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent le soir, mais suivant la luminosité de la veille, ils s'arrêtent à 2h du matin, à 4h du matin, et quand la porteuse de journaux vient, il n'y a plus de lumière, c'est en soi pas grave. Mais dans la Gessel, s'il n'y a plus de lumière le matin quand les gosses doivent aller à l'école, est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça marche ou pas? Là, des nouveaux poteaux sont en train d'être posés. Ils sont en train d'être posés. Les LED existants, normalement, ils sont programmés pour au maximum durer 8 heures.
Oui, donc ça veut dire que le matin, c'est comme chez moi, il ne marche pas. C'est à partir de 17h. Celui que Christophe m'a donné, il est dans le même cadre que les deux que j'ai achetés personnellement. Il s'arrête au milieu de la nuit. Ce matin, on n'en a pas besoin parce qu'à 8h30, quand les jeunes vont à l'école, il fait clair. Oui, mais les jeunes qui prennent le bus pour le collège, ils ne vont pas à 8h30. Hein. Ceux qui prennent au collège, ils vont en bas de rue d'Archénie. Oui. Il y a l'éclairage public, ils vont à l'éclairage public. D'accord. À 8h en hiver, il ne fait pas jour. Hein. Oui, c'est la belle temps, mais ceux qui sont concernés par ce tracé-là, ils passent rue d'Archénie, ils ne vont pas par la Guessel. D'accord. Oui, ceux qui prennent le bus, ils ne passent pas par là. D'accord. Donc c'est une Ceux qui réponse. prennent le bus pour Saint-Avold devant l'école, effectivement, je les vois à 6h30 le matin, ils prennent la rue d'Archigny. Hein. Même ceux même Et j'avais oublié aussi, jusqu'à ce que tu prononces le mot défibrillateur. Ah, on en a parlé, effectivement. Oui. Alors, j'en parle ou... Ben, si... La dernière fois, tu m'as dit qu'il faut que le conseil avalise, donc... Pas forcément. Alors, c'est quand même intéressant, comme quoi on oublie. Hein. Je ne pense pas forcément le coup. Alors, les écuries d'Orphée vont mettre en place un défibrillateur. Ils sont en l'obligation, oui. Pardon, ils en ont l'obligation. Hein, C'est à Guélin, ça. Oui. À Guélin, par rapport à la catégorie. Et donc, ils sont obligés de mettre un défibrillateur pour eux. Et je ne sais pas si toi ou enfin, ils ont c'est Madame Hiche qui a lancé la question. Qui a lancé la question en disant ben voilà, moi je vais acheter le défibrillateur, mais de quelle manière la commune pourrait-elle participer pour qu'on puisse le mettre sur le domaine public et en faire profiter Guélin. S'il ne sera pas sur le domaine public, il sera contre la façade. Donc, non, mais là, il y a eu des discussions, on en a discuté un petit peu, voilà. Et j'ai dit, moi, la commune, participer sur l'achat du défibrillateur, c'est compliqué. Moitié toi, moitié moi, qui va à l'entretien, etc., c'est compliqué. Par contre, j'ai dit, s'il passe de l'intérieur à l'extérieur, ça signifie qu'il faut un coffret. Et que ce coffret, il est tout à fait envisageable que la commune le prenne à sa charge. Ça a un intérêt géant par rapport à Guélin. Parce que la question de Madame Hiche était très simple. J'ai l'obligation d'en mettre un. Si je dois le payer tout seul, je le mets à l'intérieur. Si on le met à l'extérieur et qu'il soit accessible à tout le monde, le prix n'est plus le même. Est-ce que la commune finance la différence? C'est ce que tu disais. En gros, c'est le coffret étanche. Mais je pense que c'est pour une question de responsabilité. Enfin, c'est pas une question. Si on participe à l'achat, de toute façon, l'achat, donc elle voulait le faire. Oui, elle est obligée de le faire. Donc la question ne se pose pas de l'achat du défibrillateur, mais quels sont les frais annexes? Les frais annexes, c'est le coffret extérieur. Et en achetant ce coffret de 100, je crois qu'on a oui, c'était 200 € à peu près la différence. Du coup, on aurait un défibrillateur qui est privé, mais qui servirait à tout le monde sur Guélin. Je pense que c'est une belle opération dont les crédits pourraient être inscrits au budget primitif 2022. Enfin, il faut lui donner la réponse quand même avant. Oui, c'est vrai, c'était un sujet, on l'a évoqué, mais c'était pas en... Elle a son caractère d'ici à ce qu'elle dise. Si tu la vois, je pense que je sais pas. Ouais, bon, je peux pas faire valider ce genre de choses. Je veux dire, on en a parlé, je pense que tout le monde a un intérêt à mettre en place. À la commission, on en avait parlé, Christian. On était tous d'accord pour aller dans le sens-là. Hein. Oui, c'était la commission des travaux, oui. D'ailleurs, on n'a pas fait de compte rendu de cette commission. On avait évoqué un petit peu les sujets de façon très générale. Bon, mais ça me paraît très intéressant. Et c'est pas obligé que ce soit sur le domaine public, c'est-à-dire que si c'est extérieur, mais que ce soit accessible, même si c'est contre son mur, et que ce soit accessible, ça pose pas de problème. Oui, elle veut le mettre à l'extérieur, côté route. On n'est pas obligé que ce soit au bord de la route, sur le domaine public. Excellente idée. Voilà, c'est tout. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Et à très bientôt.